Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour Ordi Répar et aujourd'hui je vous propose de voir comment bloquer l'accès à certains sites en utilisant le principe de fonctionnement DNS. Alors, pour rappel, le DNS c'est le système de nom de domaine, c'est ce qui permet de mettre en corrélation une adresse comme www.google.com avec une adresse IP. On va revenir un petit peu là-dessus pour expliquer un petit peu à quoi ça sert et globalement, comment on peut bloquer quelque chose avec un système qui est supposé en principe mettre en relation. Eh bien, on peut le faire par détournement. Et quels seraient éventuellement les usages de ce genre de choses? Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ce genre de choses? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, de bonnes comme de mauvaises raisons, à vous de juger laquelle est la bonne et laquelle est la mauvaise. Moi, en tout cas, ce que j'essaie de faire dans cette vidéo, c'est de vous présenter cette technique, vous présenter ce fonctionnement, vous dire que c'est faisable, c'est quelque chose qui existe, non pas pour que vous en serviez à mauvais escient, bien entendu, c'est plutôt, au contraire, pour que vous compreniez comment ça marche, et éventuellement pour vous en protéger si le cas se présentait. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme un usage à bon escient éventuellement? Eh bien, un usage à bon escient, ça pourrait être, par exemple, dans le cas d'une entreprise, pour empêcher que les salariés passent plus de temps sur Facebook qu'à faire leur boulot, entre guillemets, clairement. Si vous êtes le patron, vous comprendrez de quoi je parle. Si vous êtes le patron, c'est vous qui payez ces personnes-là, vous les payez pour faire un travail, et en fait, sur 8 heures de travail, ils passent 1 heure à travailler et en fait 7 heures à papoter sur Facebook, à s'échanger des photos rigolotes, à jouer à Candy Crush Saga ou à d'autres. Peu importe, je suis pas là pour faire de la publicité, mais globalement, c'est pas pour ça qu'on les paye. Donc ça peut être problématique. Donc on peut être tenté effectivement dans ces cas-là de bloquer l'accès à ces sites, à Facebook ou à d'autres, hein, Twitter et autres, et j'en passe, tout simplement pour essayer de gagner en productivité, pour pas inciter les gens à faire autre chose que leur travail sur leur poste de travail. Alors, certains vont dire oui, c'est scandaleux, vive les patrons, etc. Mais en même temps, ça paraît plutôt évident. Au travail, on est supposé travailler. À la maison, on fait ce qu'on veut. Très bien, ça c'est un premier usage. L'autre usage, ça va être quoi? L'autre usage, ça va être tout simplement de protéger les utilisateurs dans une entreprise, pourquoi pas, ou même à la maison, c'est d'empêcher que l'ordinateur se connecte à des sites qui ne sont pas supposés être, ou du moins à des serveurs, pas nécessairement des sites, parce qu'on verra que le DNS ça va plus loin que la simple page web. Internet c'est plus que le web en fait. Internet ça fait beaucoup d'autres choses. Mais globalement, ça va empêcher que l'ordinateur tente d'établir des connexions vers des machines qui sont supposées dangereuses, qui sont réputées pour être dangereuses. Par exemple, il y a des sites internet, en tout cas, en l'occurrence, qui sont réputés pour être des mines de virus, qui sont là uniquement pour polluer votre ordinateur, et par des moyens détournés, on tente de vous y amener. Si on connaît ces adresses, si on connaît ces noms de domaine, on peut éventuellement les bloquer. Ça, c'est un autre usage. Maintenant, la contrepartie, ça va être l'usage plutôt à mauvais escient. Eh bien, justement, si on est propriétaire soi-même d'un site comme ça, qui diffuse des virus et qui permet d'afficher d'ajouter des spyware ou des choses comme ça dans l'ordinateur, d'afficher des pop-up partout, et qu'on est rémunéré grâce à ça, eh bien, on va être tenté effectivement de polluer le plus d'ordinateurs possible et de faire en sorte qu'ils se redirigent à chaque fois qu'on tape une adresse même légitime, au lieu d'aller directement sur le serveur de l'adresse légitime, ça aille plutôt sur la machine qui diffuse des publicités ou qui charge plein de virus à l'intérieur de la machine. Ça va être une des motivations. L'autre motivation, ça peut être simplement de l'usurpation d'identité, c'est-à-dire que, par exemple, je suis un pirate et j'ai l'intention de voler des comptes Facebook, eh bien, je fais un site internet qui ressemble à s'y méprendre à Facebook, et je fais en sorte que votre ordinateur vous redirige vers ce site à chaque fois que vous allez taper www.facebook.com sur la barre d'adresse de votre navigateur. Pour vous, a priori, il n'y a aucun moyen de vous rendre compte que vous n'êtes pas sur le site de Facebook, puisque le site ressemblera comme un petit frère à Facebook. Donc en toute confiance, vous allez taper votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et moi, derrière ça, j'ai deux options. Soit je vous dis désolé, ça ne marche pas, veuillez revenir ultérieurement, ça finit par se voir au bout d'un moment, ou alors je peux carrément essayer de faire le transit, pour en tout cas tromper l'ennemi et faire en sorte que pendant un certain temps, du moins, vous ayez vraiment l'illusion que vous êtes sur Facebook et que tout fonctionne. Ok. Ça peut être un usage malveillant. Donc moi, je n'encourage pas forcément ce genre d'usage, c'est pas le but, mais évidemment, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Donc concrètement, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment ça marche, quel est le principe, comment on met en place ce genre de choses, et surtout, connaissant ce genre de choses, comment s'en protéger. Du moins, comment détecter en tout cas qu'on est victime de ce genre de modifications sur notre système. Donc revenons un petit peu sur le principe du DNS. Le DNS, à quoi ça sert? Eh bien tout simplement,
si on se dit qu'effectivement chaque ordinateur, chaque machine connectée et visible depuis Internet doit avoir sa propre adresse IP, un petit peu comme tout le monde doit avoir son propre numéro de téléphone. S'il y a deux numéros de téléphone identiques, ça ne peut pas fonctionner. Eh bien, on va avoir donc des adresses IP. Une adresse IP, ça va se présenter sous la forme, par exemple, de 192.168.1.12. Ou alors, ça peut être encore 10.150.5.4. Ou encore, ça peut être 73.28.44.5. Ces trois-là sont des adresses IP. La forme, en tout cas, c'est de dire qu'il y a 4 nombres séparés par des points. Ces nombres peuvent aller de 0 à 255 chacun. Et donc, le fait d'avoir ces 4 nombres séparés par des points, ça nous dit que ça, c'est une adresse IP. IPv4, en l'occurrence. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, c'est une adresse IP. Donc, l'ordinateur, lui, pour communiquer, il a besoin de ça. Pour communiquer avec une autre machine, cette machine aura cette adresse-là, la 73.28.44.55, pardon. On peut la joindre grâce à cette adresse. Seulement voilà, nous humains, on a un petit peu de mal avec les nombres. On a un petit peu de mal à savoir à quoi ça va correspondre. On a plus de facilité effectivement à retenir www.google.com. Donc ça, c'est plus facile pour nous à retenir. Seulement voilà, l'ordinateur, ça, il ne le comprend pas du tout. Il lui faut un système pour traduire un nom de domaine comme ça en une adresse IP. Et ce système, c'est le système DNS. C'est le système de nom de domaine. Donc on a vu dans une autre vidéo comment fonctionnait le DNS globalement. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, pour aller plus en profondeur. Mais globalement, on va s'arrêter là pour l'instant, et on va essayer de décortiquer le comment c'est fait, dans l'absolu. Comment ça, par quelles étapes on passe. On a déjà vu tout ça en détail dans les autres vidéos, dans l'autre vidéo du moins. Mais il y a un point qu'on a un petit peu, enfin que j'ai négligé en tout cas de vous indiquer, et qu'on va voir ici parce que c'est ce point-là qui va nous intéresser. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand vous avez votre ordinateur ici et que vous tapez dedans www.google.com. Voilà. Donc, l'ordinateur, il est supposé traduire ça, ou trouver un moyen de traduire ça en adresse IP pour pouvoir se connecter à la machine qui héberge les pages de google.com. Là, je le fais avec un exemple qui est une adresse web. En tout cas, une adresse qui ressemble à une adresse web, mais on n'est pas obligé de le faire sur le web. Ça marche aussi avec des adresses locales. Si je cherche PC1, il y a aussi un moyen de résoudre PC1 dans notre réseau local, peut-être, avec une adresse IP locale, certes, de notre réseau, mais en tout cas, ça va être peut-être quelque chose de faisable. PC1, ça peut être un nom de domaine, ou un nom de machine, en tout cas, un nom d'hôte, pas tout à fait un nom de domaine, mais en tout cas, ça peut être un nom connu de notre serveur DNS. Ok, bon, restons sur l'exemple google.com, parce que je sens que ça parle mieux à tout le monde. Mais pour le principe, c'est ça. Donc, google.com, qu'est-ce qui va se passer? Avant même d'aller contacter quelque serveur que ce soit, l'ordinateur va faire une chose, c'est qu'il va regarder dans ses propres fichiers, et il se trouve que dans chaque machine qui fonctionne avec le protocole TCP/IP, il va y avoir quelque part un fichier qui s'appelle host. Alors, host, ça va être un fichier texte, tout simplement, qui va contenir finalement une table de correspondance entre des adresses IP et des noms de domaine. Ça tombe plutôt bien. Des noms de machines, des noms d'hôtes, en tout cas. Plutôt des noms de domaine, ça va être plutôt des noms d'hôtes. Et avant même d'aller interroger quelques serveurs que ce soit, si on trouve la correspondance dans cette liste, on s'arrête là et on prend l'information. Par exemple, dans le fichier host, on va trouver quelque chose qui va être de la forme suivante. Donc on va avoir d'abord une adresse IP, 127.0.0.1 par exemple, et on va dire, avec un espace ici, une tabulation par exemple, on va dire que ça correspond à localhost. Localhost, ce qui veut dire l'hôte local. Donc en gros, si je résume cette ligne, l'adresse IP 127.0.0.1, ça veut dire moi-même. Ça veut dire la machine locale, la machine sur laquelle je me trouve. Et tous les ordinateurs vont pouvoir utiliser cette adresse-là pour s'auto-identifier, pour dire moi-même. Voilà. Donc cette adresse-là, évidemment, elle ne peut pas exister sur Internet, elle ne peut pas exister ailleurs sur le réseau. C'est une adresse un petit peu spéciale, effectivement. Mais au-delà de cette adresse spéciale, on peut éventuellement trouver quelque chose, par exemple, de cet ordre-là, c'est-à-dire 75.25.2.4. Et on peut dire que ça correspondrait, par exemple, à ordirepar.com.
Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais chercher ordirepar.com, je vais chercher dans mon fichier host, je vais voir que j'ai une correspondance pour ordirepar.com et que l'adresse IP c'est 75.25.2.4 et je vais m'arrêter là. Je vais utiliser cette adresse-là. Je ne vais pas aller demander à un autre serveur, ça ne sert à rien puisque j'ai déjà trouvé une correspondance. Voilà ce qui va se passer globalement. Alors évidemment, si on ne trouve pas, là je cherche www.google.com, je ne le trouve pas dans mon fichier host. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, automatiquement, je vais passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être d'interroger le serveur de DNS, alors les serveurs de DNS principaux et secondaires qui sont indiqués dans la configuration IP de mon ordinateur. Donc il y en a deux évidemment, mais il pourrait y en avoir qu'un seul, ça n'a pas trop d'importance. On va simplifier en disant qu'il y en a un. Et ce serveur de DNS, en fait, alors serveur DNS, c'est le premier que je connais, c'est le premier que je peux joindre. Il y a deux cas possibles. Soit vous êtes à la maison, c'est un cas d'un réseau très simple, c'est-à-dire qu'en gros vous avez votre ordinateur qui est connecté à Internet, et la plupart du temps, ce serveur de DNS, il n'est pas chez vous, c'est plutôt le serveur de votre fournisseur d'accès à Internet, de votre FAI. Ça, c'est le cas le plus courant à la maison, effectivement. Mais rien ne vous empêche d'avoir votre propre serveur de DNS à la maison, et c'est ce qui se fait en entreprise. C'est-à-dire que dans l'entreprise, il va y avoir très certainement, alors souvent, ça dépend de la taille de l'entreprise, évidemment, quand c'est une petite entreprise, 5-6 salariés, pas plus, il n'y a pas d'obligation d'avoir ce genre de choses. Mais quand on commence à parler d'entreprises beaucoup plus volumineuses, avec plusieurs serveurs qui peuvent fonctionner, entre autres, etc., on a besoin à un moment donné d'avoir en interne ce mécanisme qui transforme des noms de machines, comme serveur 1 ou serveur mail ou serveur partage de fichiers, en une adresse IP qui correspond à l'adresse IP de cette machine sur notre réseau local. Ça peut être important de le faire. Donc il se peut qu'effectivement ce premier serveur de DNS soit plutôt un serveur local. Voilà. Donc ça, je vais le mettre entre guillemets, parce que dans le cas, effectivement, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas en entreprise, ou vous n'avez pas votre propre serveur de DNS à la maison, ce qui arrive quand même assez fréquemment, cette étape-là, elle est complètement squeezée et complètement sautée. Mais on va quand même, je veux quand même que vous en ayez conscience qu'on peut avoir effectivement ce genre de fonctionnement, tout simplement parce que ça peut être un point de vulnérabilité, et on va le voir dans un instant. Donc après ça, si effectivement ce serveur local ne connaît pas www.google.com, il va aller interroger des serveurs DNS publics. Alors, dans ce cas-là, effectivement, les serveurs DNS publics, ça peut très bien être le serveur du fournisseur d'accès à Internet de l'entreprise, ça peut être n'importe quel autre serveur de DNS sur Internet, du moment qu'on a décidé lequel c'était, on a bien mis son adresse IP dans la configuration, il n'y a pas de problème. Et si on a un serveur local, le serveur local lui-même peut avoir une configuration dans laquelle on indique quels sont les serveurs de DNS suivants, où il faut aller demander si on ne sait pas à quoi ça correspond. Et par un système de mise en cascade, on peut comme ça, finalement, ça va ensuite interroger tous les autres serveurs possibles. On va aller interroger on peut aller interroger la racine, ensuite de la racine on passe au TLD, ce sont les top level domaines, les serveurs qui connaissent effectivement l'ensemble des domaines de type .com, .net, .org, .biz, .us, .gov, peu importe, .fr, .ca, .cn, ce que vous voulez. Et tout ce mécanisme va se faire par la suite. On va l'ignorer tout simplement pour l'instant, puisqu'on va s'arrêter là. Mais voilà globalement le cheminement. On commence par interroger le fichier host, ensuite on tente d'interroger le serveur local, qui lui-même peut être amené à interroger des serveurs publics s'il ne connaît pas l'adresse. Et ces serveurs publics vont finir par trouver l'information et remonter l'adresse IP jusqu'à notre ordinateur qui cherche tout simplement www.google.com. Et donc cette adresse IP sera utilisée pour se connecter au serveur de Google. Voilà. Donc là on parle de Google, mais on pourrait très bien avoir n'importe quel autre serveur, bien entendu, ça serait exactement le même fonctionnement. Et dès qu'on trouve, on s'arrête dès qu'on trouve la première occurrence. C'est-à-dire que si on l'a trouvé dans host, on s'arrête. Si on le trouve sur le serveur local, on s'arrête. Si on le trouve sur un autre serveur, on s'arrête au moment où on le trouve. Voilà. On ne va pas plus loin. Donc, globalement, voilà comment ça se passe. Donc, ce principe-là est très intéressant. Et je vous ai dit que ce fichier host, finalement, tous les ordinateurs, que ce soit sous Windows, sur Mac, sur Linux, vont avoir ce fichier host. Et si on arrivait à modifier ce fichier host, on pourrait réussir à faire des choses intéressantes à l'ordinateur. Et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite en passant devant l'écran.
Donc nous voilà à présent devant l'ordinateur et on va pouvoir s'intéresser à la façon de modifier le fichier host. Alors le fichier host, dans notre exemple, là on va le voir sous Windows. Évidemment, si vous êtes sur Mac ou sur Linux, ça ne sera pas rangé au même endroit puisque, bien entendu, les fichiers ne sont pas rangés de la même façon entre Windows et les autres systèmes. Mais je vous invite effectivement à le chercher sur Google, vous allez voir que c'est assez facile à trouver, l'emplacement du fichier host sur un autre système comme Mac ou Linux. Donc là, en l'occurrence, on est sous Windows, et sous Windows, on va pouvoir aller modifier le fichier host. Donc pour ça, on va utiliser un outil qui se trouve dans Windows, qui s'appelle tout simplement le bloc-notes. Donc le bloc-notes, on va cliquer avec le bouton droit et on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Bien entendu, je réponds oui à la question qui me demande l'autorisation. Alors pourquoi en tant qu'administrateur? Tout simplement parce que le fichier host se trouve dans un dossier protégé du système, en principe, ou du moins le dossier Windows, qui contient finalement pas mal de fichiers de configuration pour Windows, et depuis les versions Windows Vista, donc Windows Vista, Windows 7, Windows 8 aujourd'hui et 8.1, ce fichier host, en l'occurrence, mais d'autres fichiers dans le système, ne sont pas modifiables si on n'est pas administrateur. Donc pour pouvoir le modifier, il faut donner les droits d'administration au programme bloc-notes pour pouvoir aller modifier des choses. Donc c'est un petit peu plus compliqué effectivement de le faire aujourd'hui, mais à une époque effectivement, particulièrement à l'époque de Windows XP, le fichier host était très vulnérable parce que n'importe qui ou n'importe quel programme ou n'importe quel script pouvait aller le modifier facilement sans avoir nécessairement besoin d'être administrateur. Et c'est pour ça que certains sites web étaient vérolés, ils avaient des scripts qui allaient modifier le fichier host et qui faisaient faire des choses à l'ordinateur qu'on n'avait pas forcément souhaité. Donc aujourd'hui c'est plus difficile, mais plus difficile malheureusement ne veut pas dire impossible. C'est pour ça que c'est quand même intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc, alors pour ça je vais aller ouvrir le fichier host, donc je vais faire fichier ouvrir, et on va aller dans ordinateur, puis dans disque local C, dans le dossier Windows, on va descendre un petit peu pour aller trouver le dossier qui s'appelle System32, et on va descendre encore un peu dans System32 pour trouver le dossier driver, et là on va aller dans ETC. Et enfin, on va demander à afficher tous les fichiers. C'est là qu'on va trouver le fichier host. Donc pour rappel, c'est dans C2. Windows, System32, Driver, ETC. Donc je sélectionne Host et je clique sur Ouvrir. Donc je vois effectivement dans mon fichier host que j'ai pas mal de lignes déjà écrites, mais en fait ces lignes sont des commentaires. On reconnaît un commentaire tout simplement parce qu'il est précédé du symbole dièse. Donc le symbole dièse marque effectivement le commencement d'un commentaire. Tout ce qui se trouve après le dièse est un commentaire sur la même ligne. Donc ça nous permet d'avoir effectivement une petite explication de Microsoft qui nous explique comment fonctionne ce fichier host. Et il nous donne évidemment quelques exemples en nous disant par exemple que 102.54.94.97 sera rhino.acme.com. Donc pour ça il suffit d'écrire l'adresse IP, un espacement, donc ça peut être un espace ou une tabulation. En général, on va plutôt mettre une tabulation ou plusieurs tabulations de façon à essayer d'aligner les choses pour que ce soit à peu près propre et lisible. Et on met ensuite le nom d'hôte auquel ça correspond. Donc là, par exemple, on a un cas particulier ici, qui est l'adresse IP 127.0.0.1. En fait, 127.0.0.1, c'est une adresse spéciale qui ne peut pas être utilisée sur le réseau et sur Internet, tout simplement parce que dans chaque ordinateur, elle signifie moi-même. Donc chaque ordinateur a un moyen de s'auto-tester, ou du moins de se connecter à lui-même grâce à cette adresse. Alors, tout naturellement, cette adresse, si on souhaitait lui donner un nom, alors en anglais évidemment, ça s'appellerait localhost. Et localhost, c'est l'hôte local, c'est moi-même. Donc, gardons ce principe parce que c'est celui qui est le plus souvent utilisé, localhost pour l'adresse IP 127.0.0.1. Alors on voit qu'il y a une deuxième ligne, localhost, avec une autre adresse, plus ou moins, ou du moins une forme un peu étrange. Eh bien c'est quand même une adresse. La différence entre les deux, c'est tout simplement que ici on est en IPv4, en version 4, et là c'est du IPv6. C'est une autre forme, c'est une autre version du protocole IP, qui aujourd'hui commence à être fonctionnel, en tout cas qui est fonctionnel depuis pas mal d'années, mais que personne, ou pas grand monde du moins, n'utilise. Alors, je ne vais pas dire personne, parce qu'il y a peut-être des gens qui commencent déjà à l'utiliser, mais globalement, c'est pas très répandu. Aujourd'hui, on utilise pratiquement partout IPv4. Tout simplement parce que c'est une version qui est plus ancienne, qui est là, qui est en place, et qui fonctionne très bien. Le seul problème de IPv4, c'est finalement qu'on est assez limité dans le nombre d'adresses possibles. Alors, limité, encore une fois, restons
proportionnel, mais proportionné, mais en fait, il y a quand même 4 milliards d'adresses possibles, 4 milliards et quelques. Malheureusement, même si ça paraît un grand nombre, 4 milliards, c'est presque pas suffisant, c'est-à-dire qu'on arrive pratiquement au bout des adresses IP, on a distribué à toutes les machines qui étaient accessibles depuis Internet une adresse IP différente, sans compter qu'il y a quelques adresses qui sont réservées à des usages administratifs, donc on ne peut pas les utiliser, et il se trouve qu'on est presque au bout, on est pratiquement au bout de ce qu'on peut faire. Donc, un jour ou l'autre, prochainement, bon, il n'y a pas encore de date précise, ça fait pas mal d'années qu'on entend dire que cette année c'est la dernière, enfin, tous les ans on nous dit ça y est c'est fini, on arrive au bout, on peut plus, et finalement on peut encore un petit peu, donc ça va encore durer peut-être quelques temps, mais il se peut que prochainement, effectivement, on passe plutôt à IPv6 qui offre une plus grande variété d'adresses possibles, tout simplement parce que la notation est différente et qu'on a vraiment beaucoup plus d'adresses disponibles. Là ça se compte en millions de milliards, enfin c'est quand même... pratiquement, enfin je sais plus où j'ai entendu ça, quelqu'un disait que pratiquement chaque brin d'herbe pourrait avoir sa propre adresse IP. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais globalement ça vous donne bien l'idée de ce que c'est qu'on a vraiment énormément d'adresses disponibles. Donc voilà globalement la différence entre les deux. Alors pour l'instant on ne va pas s'occuper d'IPv6, on va rester sur IPv4, et en IPv4, 127.0.0.1, c'est la machine locale, donc on peut lui donner comme nom localhost. D'ailleurs, j'ai repris simplement ici la possibilité de mettre un commentaire, je mets ceci est un commentaire, et j'ai réécrit finalement la règle qui dit que 127.0.0.1, ça peut aussi être appelé localhost. Donc si je cherche localhost, ça correspond à moi-même, à la machine locale. Donc globalement, si j'essaie d'ouvrir une page internet et que je tape localhost, il va essayer d'interroger mon propre ordinateur. Sauf que voilà, mon ordinateur n'a pas de serveur web en place. Donc avec un navigateur, je ne pourrais rien voir sur mon ordinateur. Il ne va pas réussir à faire quoi que ce soit. Et en fait, on va se servir de ça, finalement, pour détourner un petit peu l'usage, le fonctionnement en fait, de ce qui se passe sur Internet. On va faire rediriger vers nous-mêmes, c'est-à-dire 127.0.0.1, toutes les adresses qu'on souhaite bannir. Alors, pour l'instant, je n'enregistre pas encore ce fichier, je vais juste ouvrir une page ici, je vais ouvrir une page web, et je vais dire que www.facebook.com, je voudrais l'afficher. Donc j'affiche la page web de facebook.com. Donc www.facebook.com qui est le nom d'hôte finalement, qui va être le serveur qui me propose la page de Facebook. Et donc j'arrive effectivement sur la page d'accueil de Facebook. Donc avec cette adresse-là, j'accède à facebook.com. Donc je vais copier cette adresse, et dans mon fichier host, je vais lui dire que à chaque fois que je vais vouloir chercher www.facebook.com, je veux être redirigé vers moi-même. Et étant donné que je n'ai pas de serveur web, ça devrait effectivement poser un petit problème. Enregistrer. Donc je vais maintenant fermer le navigateur et je vais recommencer la manipulation. Donc j'ouvre à nouveau le navigateur et je recherche www.facebook.com. Alors voilà, donc le navigateur essaye d'ouvrir www.facebook.com, donc il essaie d'accéder à l'adresse IP qui correspond au serveur de Facebook, et là, petit problème. Effectivement, quand il essaie d'accéder à cet hôte, à cette adresse-là, avant même d'avoir interrogé quelques serveurs DNS que ce soit, il a déjà été voir dans le fichier host, et je lui ai dit que ça correspondait à moi-même. Donc, tout naturellement, si je souhaite bloquer un site comme Facebook, il me suffira de mettre son adresse complète ici. Alors, il faut être très vigilant, c'est-à-dire que sur ce fichier-là, alors vigilant en tout cas, c'est pas très grave, mais je ne peux pas, par exemple, dire que je redirige vers 127.0.0.1 n'importe quoi .facebook.com ou par exemple n'importe quoi .google.com. Ça ne marchera pas parce qu'on n'autorise pas à dire étoile qui dit n'importe quoi quelque chose. En fait, si on veut bloquer www.google.com, mais aussi google.com, mais aussi mail.google.com, ben, il faudra les écrire un par un. Donc je serai obligé d'écrire que google.com est bloqué, que 127.0.0.1, enfin ça correspondra aussi à www.google.com, mais 127.0.0.1, alors voilà, on va même déjà faire l'essai simplement comme ça, si je fais google.com et www.google.com, je vais enregistrer mon fichier,
Et je vais essayer de retourner ici dans mon navigateur. Alors je vais le fermer pour qu'il prenne bien en compte les informations, mais normalement il n'y a pas vraiment besoin, mais par précaution je le fais. Et je vais taper www.google.com. Et www.google.com, c'est inaccessible. Google.com, tout seul, c'est pareil, logiquement, ça ne devrait pas fonctionner. Voilà, ça ne fonctionne pas non plus. Mais si je tape maintenant mail.google.com, là, il n'y a pas de contre-indication, ça correspond à Gmail, et je tombe effectivement sur la page qui m'invite à me connecter à Gmail. Voilà, cet exemple-là montre que si je voulais bloquer également Gmail, il faudrait que je fasse 127.0.0.1, tabulation, mail.google.com. J'enregistre, et si je recommence maintenant, donc si je tape mail.google.com, voilà, la page web est inaccessible. Ça ne fonctionne pas. Donc on a vu qu'on pouvait bloquer effectivement un site comme ça, donc on peut carrément le bloquer tout simplement parce qu'on le redirige vers notre adresse IP locale. Mais on peut aussi faire d'autres choses plus intéressantes effectivement, toujours dans l'esprit bienveillant, encore une fois, toujours dans l'esprit de faire quelque chose de concret et de correct, entre guillemets. On peut essayer de se faciliter la vie sur notre réseau local également. Effectivement, ce fichier host en fait ne concerne pas que les pages web, ça ne concerne pas que les sites internet. Ça concerne n'importe quel ordinateur dans notre réseau local ou sur internet. On peut associer un nom à une adresse complètement comme on veut. Donc par exemple, si je décidais effectivement que je souhaitais accéder à mon réseau local, alors là il se trouve que j'ai effectivement un ordinateur sur mon réseau local qui partage un dossier. Donc son adresse IP, c'est... pour accéder à un ordinateur sur le réseau local, on met anti-slash dans l'explorateur, on met l'adresse IP. Donc moi l'adresse IP de cette machine, c'est 192.168.2.100. Voilà, donc si je fais ça, je vois que j'ai un dossier partagé. Et dans ce dossier partagé, j'ai un dossier qui s'appelle bon de commande. Enfin voilà, ça pourrait être très bien dans une entreprise, pourquoi pas. Seulement voilà, cet ordinateur, je sais, ce partage, je sais qu'il est sur mon ordinateur. Donc j'aimerais bien pouvoir y accéder en appelant David. Seulement David, ça ne donne rien. Alors si je mets anti-slash David, j'aimerais bien aussi que ça fonctionne. David n'est pas accessible. En fait, j'ai pas un ordinateur qui s'appelle David sur le réseau. Seulement voilà, le nom d'ordinateur que j'ai choisi à l'installation de Windows était peut-être pas très parlant, et j'aurais bien aimé effectivement que ce soit David, parce que c'est beaucoup plus simple, parce que mes collègues me connaissent comme ça. Donc je vais utiliser pour ça mon fichier host, le fichier host qui se trouvera effectivement sur les ordinateurs de mes collègues, pour leur expliquer que si je souhaite accéder à 192.168.2.100, qui est ma machine sur laquelle je partage des choses, on pourra le faire avec le nom David. Donc j'enregistre effectivement mon fichier host, et là maintenant je vais ouvrir à nouveau mon explorateur, et si je tape anti-slash David, je vois que je peux accéder à mon partage, et que je suis bien dans David, partage, et j'ai mes bons de commande. Donc on voit bien que le fichier host peut aussi permettre, sur un réseau local, de donner des noms parlants à des machines. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, jusque-là, on a exploré des pistes plutôt bénéfiques. Voyons un petit peu ce qu'on peut faire, entre guillemets, de moins bénéfique, de moins bien, de moins propre, avec justement ce fichier host. Donc maintenant qu'on a fait des choses plutôt bien, on va essayer de voir ce qu'on peut faire de mal, et on va essayer de biaiser éventuellement quelqu'un qui irait sur le site de Facebook, et qui irait sur facebook.com. Alors là, actuellement, j'ai interdit complètement l'accès à Facebook en le faisant pointer vers mon adresse IP locale, c'est-à-dire 127.0.0.1. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment en fait. Moi ce que je voudrais réellement,
c'est faire en sorte que quelqu'un qui souhaite accéder à Facebook aille sur un autre site que Facebook, qu'il atterrisse carrément sur autre chose. Alors, pour changer un petit peu de Google, on va essayer de prendre comme exemple Bing. Voilà, on va voir Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft. On va s'en servir un petit peu. Donc, si je tape bing.com, voilà, je peux tomber effectivement sur la page de Bing. Très bien. www.bing.com. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que je puisse connaître l'adresse IP de www.bing.com. Pour ça, rien de plus simple. Je peux utiliser une commande. Alors, on va utiliser l'invite de commande de Windows. Donc, pour ça, on va aller dans le menu démarrer. On va taper CMD et je valide avec entrée. Et là, je tombe sur l'invite de commande de Windows. Et là, on va utiliser une commande intéressante qui s'appelle ping. Alors, ping, P-I-N-G. En fait, cette commande-là, on lui passe en paramètre soit une adresse IP, soit un nom d'hôte, et Ping essaie d'interroger ce nom d'hôte et attend une réponse. En général, quand Ping interroge une machine, la machine en face, en principe, à moins que ce soit pas paramétré comme ça, et à moins qu'on ait dit qu'on ne voulait pas répondre au Ping, globalement, la plupart des machines répondent au Ping en renvoyant l'information, en disant globalement, je suis là, tout va bien. Et donc, l'intérêt de Ping, c'est de voir déjà si la machine répond, de voir en combien de temps elle répond, si on perd des paquets, si on a effectivement une mauvaise qualité de connexion entre les deux machines. Ça, c'est l'intérêt primaire de Ping. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec Ping, mais une des fonctions détournées un petit peu de Ping, c'est que pour pouvoir interroger cette machine à distance, elle est obligée de connaître son adresse IP. Seulement voilà, moi je connais que www.bing.com. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Ping, pour pouvoir interroger l'adresse IP, est obligé de convertir ce www.bing.com en adresse IP grâce au mécanisme du DNS. Donc, le fichier host, d'une part, mais tout ce qui va avec, c'est-à-dire si on ne trouve pas dans le fichier host, on interroge le serveur DNS, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, globalement, quand je vais interroger www.bing.com, qui est le moteur de recherche de Microsoft, je devrais, en principe, grâce à la commande ping, récupérer son adresse IP. Alors je vais faire ça tout de suite, je fais entrer, et effectivement, je vois que je récupère une adresse IP ici. Alors cette adresse IP, je vais la sélectionner, et je vais la copier en cliquant avec le bouton droit. Et je vais faire en sorte que, à chaque fois qu'on cherche à joindre facebook.com, ou du moins www.facebook.com, on a atterri sur cette adresse. Et par précaution, je vais aussi l'ajouter ici pour facebook.com lui-même, sans le www. Je vais enregistrer ça. Et donc logiquement, ce qui devrait se passer maintenant, si j'ouvre le navigateur, c'est que dès que je vais taper ici www.facebook.com et que je valide avec entrée, et bien c'est exactement ce qui se passe, j'atterris sur Bing. Donc je viens d'interdire à l'utilisateur d'utiliser Facebook, et en contrepartie, je le redirige sur Bing. Alors, comment ça peut être utilisé à des fins malveillantes? Imaginez que ce ne soit pas Bing, mais que ce soit un serveur de mon propre cru, que j'ai fait moi-même, sur lequel j'ai installé un serveur web, et sur lequel j'ai créé une page web qui ressemble à s'y méprendre à la page de Facebook. Ici, effectivement, on a une redirection interne de Bing qui fait que l'adresse Bing s'affiche en haut, dans la barre d'adresse. Mais si je le faisais moi sur mon propre serveur, rien ne m'obligerait à le faire. Je pourrais effectivement avoir www.facebook.com qui continue de s'afficher dans la barre d'adresse. Et si la page ressemble exactement à celle de Facebook, rien ne m'empêche d'avoir la zone qui vous demande de vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et je pourrais faire très bien une réaction au clic sur le bouton qui ferait que quand vous cliquez sur se connecter, de deux choses l'une, soit je vous dis que le serveur est momentanément indisponible, veuillez réessayer ultérieurement, mais en attendant, j'ai quand même copié vos identifiants dans une base de données, dans un fichier texte, enfin d'une manière quelconque, soit je fais en sorte de faire office de relais entre vous et Facebook. Mais là, je pense qu'il faudrait que j'ai un serveur qui soit quand même relativement puissant et une connexion qui soit quand même assez efficace, sinon vous trouveriez que c'est extrêmement lent et ça vous mettrait quand même la puce à l'oreille quoi qu'il arrive. Donc voilà comment on pourrait effectivement se retrouver à avoir des choses malveillantes. D'autre part, si au lieu de vous amener sur le site de Facebook ou vous emmener sur... Enfin, là j'ai pris l'exemple avec Facebook, on pourrait faire ça pour n'importe quel autre site pratiquement. Là on le redirige vers Bing.
Mais si j'avais redirigé vers un site qui avait pour rôle de mettre des programmes malveillants dans votre ordinateur, eh bien, c'est exactement le même résultat. Et ces programmes malveillants peuvent aussi utiliser le principe du DNS pour télécharger encore plus de programmes malveillants. Donc ça, on va en parler un petit peu, on va revenir dans le monde réel et on va essayer d'apporter une petite conclusion à ça et voir un petit peu quels seraient les moyens de se protéger contre ces problèmes-là. Il y a encore un cas dont on n'a pas parlé, mais qui peut être intéressant à utiliser, enfin c'est un cas dans lequel on peut utiliser le fichier host de façon intéressante. C'est simplement, par exemple, pour bloquer des publicités. Alors bien entendu, dans les navigateurs modernes, il y a déjà des modules tout faits pour le faire, etc. Mais là, le fichier host peut aussi nous donner une autre approche, une autre façon de faire. Alors ça ne bloque pas la fenêtre, ça n'empêche pas la fenêtre publicitaire de s'ouvrir, mais elle s'ouvre avec rien dedans, avec une erreur en disant qu'il ne peut pas joindre le serveur. Ça peut être intéressant dans certains cas, par exemple quand on est sur certains sites et qu'on a des publicités qui s'affichent et qui, comme par hasard, ces derniers temps, ont la fâcheuse tendance à lancer des vidéos carrément. Et on n'a pas envie forcément de se faire harceler par un site de vidéo qui nous explique comment gagner en bourse, par exemple. Je prends cet exemple-là parmi d'autres, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et là, si vous avez de la chance et si vous arrivez à capter l'adresse du site qui diffuse la publicité, eh bien, non seulement vous allez bloquer cette pub-là, mais vous allez même pouvoir bloquer d'autres publicités gérées par le site. Par exemple, effectivement, alors je ne vais pas vous donner d'adresse parce que je ne les ai pas en tête, mais on va avoir effectivement dans la fenêtre publicitaire une petite barre d'adresse ici, dans laquelle on va pouvoir apercevoir http, et on verra ici add click, voilà, quelque chose comme ça, règle pub, voilà, .com, voilà, et éventuellement des paramètres derrière, id égale blablabla, on s'en fiche. En tout cas, ça veut dire qu'on tombe sur le site qui diffuse la publicité, et ce site-là génère aléatoirement un numéro d'identifiant pour choisir la publicité qu'il va diffuser, en fonction de ses propres calculs, ses règles de calcul, comme il veut. Mais du coup, la base d'adresse, peu importe ce que c'est, là j'ai mis n'importe quoi, mais peu importe ce que c'est, cette base d'adresse est commune à toutes ces publicités. Alors il y a des régies publicitaires, il en existe plein. Il y a déjà des programmes qui bloquent toutes ces choses-là, mais l'idée ça va être de trouver cette adresse-là et de la mettre dans le fichier host et de la rediriger, pourquoi pas, vers 127.0.0.1, et donc en mettant add click, enfin qui est l'adresse en fait, l'adresse que vous allez récupérer ici, tout simplement. Donc là, ça va vous permettre de bloquer ces publicités. Donc ça, c'est un autre aspect intéressant de ce fichier host. Encore une fois, bien entendu, il y a déjà pas mal de sites publicitaires qui le font, pas mal de pop-up, de modules qui s'intègrent dans un navigateur qui bloquent les pop-up. Mais c'est une façon de faire. Et alors, il y a une autre petite considération qu'il faut prendre aussi, dont il faut tenir compte, c'est que je vous indiquais jusque-là de rediriger vers 127.0.0.1. Ça part du principe que vous n'avez pas sur votre ordinateur un serveur web. Alors, la plupart du temps, quand on se sert de l'ordinateur pour juste consulter ses mails, etc., on n'a pas de navigateur, on n'a pas de serveur web sur sa machine par défaut. Mais vous pouvez très bien être un développeur web et avoir besoin d'avoir un serveur web local pour faire vos essais, pour faire vos tests. Ça se fait assez facilement. On pourra voir éventuellement, peut-être dans une autre vidéo, comment installer ça, comment avoir un petit serveur local pour faire ses essais, c'est toujours sympa. Le problème, c'est que si vous faites ça et que vous redirigez vers 127.0.0.1, bah, vous allez rediriger vers votre machine et du coup vers votre serveur web s'il est actif à ce moment-là, ce qui n'est pas forcément très pratique. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi opter pour une adresse complètement bidon qui n'existe pas. Du type de ce que j'ai mis tout à l'heure, 11.22.33.44, qui n'existe pas, mais c'est dangereux cette adresse-là parce qu'elle est possible, même si globalement là elle ne fonctionnait pas, mais elle est possible cette adresse sur un réseau local par exemple. Optez plutôt pour une adresse du type 0.0.0.0. Ça c'est quand même encore mieux, c'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup plus sûr, et au moins cette adresse-là vous serez sûr et certain qu'elle n'existera pas. Elle est impossible tout simplement. Donc, ça peut être une alternative. Donc, très bien. Là, on a vu comment bloquer avec le fichier host. Et je vous ai dit en introduction, je vous ai parlé aussi d'un autre point faible, je dirais, dans tout ce mécanisme. Donc, on reprend l'exemple du début. Vous avez votre ordinateur, vous allez sur www.
.blablabla, ce que vous voulez, le nom de domaine. On va chercher dans le fichier host. Et si on ne trouve pas dans host, on passe à l'étape suivante. Si vous êtes en entreprise, si vous êtes, ou si vous avez chez vous votre propre serveur de DNS, pourquoi pas, assurez-vous que votre serveur de DNS est bien protégé, que personne ne peut pénétrer dedans facilement. Alors, si c'est chez vous, assurez-vous d'avoir mis en place toutes les protections nécessaires, tous les pare-feux éventuellement nécessaires, tous les mots de passe surtout. Faites attention aux mots de passe. Assurez-vous d'avoir un mot de passe suffisamment complexe pour pas qu'on puisse facilement entrer dedans. Mais en entreprise, c'est la même chose. Et en entreprise, on peut même avoir des cas un peu plus faciles pour pénétrer dans ce genre de choses, tout simplement parce que parfois, si vous baladez dans les locaux d'une entreprise, vous verrez que il y a des prises murales, des prises réseau un petit peu partout sur les murs, et on ne sait pas si ces prises-là sont connectées réellement derrière sur le switch. Et si elles sont connectées sur le switch, ce sont des prises potentiellement actives. Si quelqu'un arrivait à pénétrer dans l'immeuble de façon discrète et à se brancher avec son petit netbook, il pourrait entrer sur le réseau et tenter de l'intérieur d'accéder à ce serveur de DNS et de le polluer. Un serveur de DNS finalement fonctionne à peu près de la même façon que le fichier host. Alors c'est pas tout à fait un fichier texte qu'on édite comme ça, c'est pas obligatoirement ça, ça peut être complètement différent, mais globalement le principe est le même. On donne un nom d'hôte et une adresse IP. Et si un pirate arrivait à pénétrer dans ce serveur de DNS et à mettre ses propres informations à lui, ça pourrait être très problématique, parce que votre serveur de DNS local, il va gérer évidemment vos adresses locales. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez gérer, si vous avez votre réseau avec X ordinateurs, vous allez avoir votre propre serveur DNS, qui va connaître vos différents ordinateurs ici, mais dès que l'un de ces ordinateurs va tenter d'accéder à un site externe, vous ne l'avez pas vous-même renseigné dans votre serveur de DNS, il n'est peut-être pas là. Donc le serveur de DNS local va être obligé de contacter un serveur public externe, peut-être celui du fournisseur d'accès, peut-être autre chose, et pour pouvoir connaître l'adresse de ce serveur public, il a bien fallu le paramétrer quelque part dans le serveur de DNS lui-même. Il a fallu lui dire que s'il ne connaissait pas l'adresse, bon, son serveur de DNS primaire à lui serait le 202.24. Blablabla, qui correspond à celui du fournisseur d'accès, par exemple, ou un autre fournisseur de DNS. Seulement voilà, si vous êtes victime d'un piratage sur votre serveur DNS et que le pirate fait en sorte de rediriger non pas vers le fournisseur, non pas vers le serveur DNS de votre fournisseur d'accès, mais vers son propre serveur de DNS qui se trouve quelque part sur Internet, et sur lequel il aura bien pris soin de vous bloquer l'accès à Facebook ou de le rediriger vers un site malveillant, comme on a pu en parler tout à l'heure, et bien là vous êtes complètement coincé, parce que du coup tout ce que va chercher ce serveur-là va passer par Internet, va aller vers ce serveur malveillant et va être complètement pollué par des informations complètement fausses. Donc ça peut être vraiment problématique. Donc assurez-vous que votre serveur de DNS soit bien protégé, en tout cas que toutes les mesures de sécurité possibles, que les pare-feux, que les mots de passe soient bien renseignés, bien comme il faut, avec des mots de passe plutôt solides, pas un mot de passe de 3 caractères, pas une date de naissance. Essayez de faire des choses un tout petit peu complexes. C'est sur un serveur en particulier, c'est pas forcément très complexe à choisir comme mot de passe, mais essayez d'avoir quelque chose de relativement solide. Donc ça, c'est effectivement une solution. Et un dernier point que je voulais évoquer avec vous, je vous ai dit que ce serveur de DNS local, tout comme vos machines éventuellement, allait à un moment donné contacter un ou plusieurs serveurs publics. La plupart du temps, ces serveurs publics, eh ben, ça va être le fournisseur d'accès Internet. Pas parce que c'est obligatoire, tout simplement parce que c'est ce qui est le plus naturel, le plus facile entre guillemets. Je ne dis pas que c'est normal, mais ce qui va se passer, c'est quoi? Vous êtes chez vous, vous avez éventuellement vos ordinateurs, vous avez votre box, et en fait, dans la box, il y a un serveur DHCP, donc qui va se charger d'attribuer des adresses IP et la configuration IP à toutes les machines qui vont se connecter dessus. Et dans les informations du DHCP, il va y avoir DNS primaire et DNS secondaire. Et ces informations-là vont être automatiquement attribuées par la box. Et évidemment, comme la box vient de votre fournisseur d'accès,
votre fournisseur d'accès l'a préprogrammé avec ses propres serveurs, avec ses propres adresses. Donc c'est pour ça que la plupart du temps on n'y pense pas et ça se fait tout seul. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution. En effet, si vous avez effectivement les DNS de votre fournisseur d'accès, rien n'est bloqué dessus, a priori, entre guillemets. Ça reste à démontrer pour certains, mais en tout cas, a priori, rien n'est bloqué. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas accéder à des sites de jeux en ligne, des sites concernant du terrorisme, des sites de pornographie, des sites de réseaux sociaux, des sites de ce que vous voulez, vous accédez à peu près à ce que vous voulez, globalement. Seulement voilà, si pour une raison quelconque, vous étiez infecté ici par un virus, eh bien, les virus ont une fâcheuse tendance à vouloir tenter de joindre d'autres serveurs quelque part sur Internet, qui sont des dépôts, plus ou moins, de virus ou de programmes malveillants. Et ce virus va tenter, dès qu'il sera en place, en utilisant les fonctions de DNS, parce qu'une adresse IP c'est un peu compliqué à joindre, mais on a au moins un nom de domaine associé à cette machine qui contient les dépôts de serveurs, les dépôts de fichiers malveillants. Le virus va tenter de joindre cette machine-là. Donc pour la joindre, il va passer par les DNS. Il va tenter de joindre les DNS en essayant de résoudre le nom de domaine monvirus.net, par exemple, et il va accéder au serveur de virus et télécharger encore plus de virus dans votre ordinateur. Ça veut dire que, du coup, c'est pas forcément la meilleure solution de garder les DNS de votre fournisseur d'accès. Une solution alternative, ça va être d'utiliser des serveurs de DNS autres. Il existe des tas d'autres serveurs de DNS à travers Internet. Google propose les siens, qui ne sont pas forcément meilleurs que les autres, sont rapides effectivement, ils ont l'avantage d'être rapides, mais ils n'ont pas plus de verrouillage, pas plus de blocage. Il y a certains services qui peuvent justement vous aider à filtrer un petit peu ce qui passe par votre connexion. Il y a un service en particulier qui s'appelle OpenDNS.org. Donc je vous invite à aller y faire un petit tour. On fera peut-être une vidéo pour expliquer également comment ça fonctionne. Mais vous verrez que c'est assez intéressant parce qu'on peut vraiment filtrer par thème et empêcher que les choses puissent dégénérer ou du moins empêcher que tout le monde puisse faire n'importe quoi sur votre réseau simplement en bloquant par le biais du DNS l'accès à certains sites et l'accès à certaines catégories de sites. Donc OpenDNS.org par exemple, c'est une solution. On verra ça dans une prochaine vidéo. On verra comment le mettre en place, et en fait c'est extrêmement simple. Dans la configuration IP, vous pouvez effectivement choisir de mettre manuellement vos adresses de serveurs DNS. Il suffit de le faire manuellement et d'insérer les adresses de, par exemple, OpenDNS. Il en existe certainement d'autres, mais celui-ci est très bien. Donc voilà ce qu'on peut dire globalement déjà pour les autres points, pour les quelques autres considérations qu'il faut avoir aussi quand on parle de DNS et de serveurs DNS, et également de fichiers host. Donc on va faire une petite conclusion quand même. Voilà globalement ce qu'il faut retenir de cette configuration de blocage de site par le DNS. Ça se fait en général avec le fichier host ou avec votre serveur DNS local par ce même type de procédé, c'est-à-dire qu'au lieu de rediriger vers le site réel, on fait une redirection vers une adresse bidon 0.0.0.0 ou carrément 127.0.0.1 si vous n'avez pas de serveur web en local. Ça peut effectivement rendre des services, bloquer des choses malveillantes. Ça peut aussi permettre à certains employeurs de s'assurer que leurs salariés ne vont pas passer tout leur temps sur des réseaux sociaux ou sur des sites qui n'ont rien à faire avec le travail. Ça peut effectivement aider dans ce sens-là. Mais malheureusement, ça peut aussi servir à des choses malveillantes. Ça peut servir dans le cas de piratage. Certains logiciels malveillants, certains virus exploitent des failles dans le système et font en sorte de modifier ce fichier host, par exemple, pour accéder à des sites contrefaits. Vous pensez accéder à Facebook et vous n'êtes pas sur Facebook, vous êtes sur un site malveillant qui va simplement pirater vos mots de passe, qui va récupérer vos mots de passe. Alors, Facebook, c'est un exemple, mais imaginez que ce soit la banque, que ce soit des sites beaucoup plus importants, ça peut vraiment s'avérer problématique. Donc ça, c'est au niveau de votre ordinateur, dans le fameux fichier host, que je vous invite éventuellement à consulter de temps en temps, pour vérifier qu'il est toujours sain et qu'il n'y a pas de choses qui se seraient incrustées dedans. Pour éviter ce genre de problème, alors à part le fait d'aller le consulter régulièrement, parce que c'est quand même pas quelque chose de très sympa à faire, et puis on a autre chose à faire que de faire ça,
il y a la possibilité effectivement d'utiliser certains antivirus qui bloquent l'accès complètement à ce fichier host en écriture. Donc là, au-delà de ne pas pouvoir y accéder si on n'est pas administrateur du poste, on est carrément bloqué parce que l'antivirus l'interdit. Ça peut être une solution également pour prévenir les problèmes liés à des programmes malveillants qui modifieraient ce fichier. Donc voilà pour le fichier host. Ensuite, il y a les serveurs DNS, donc les serveurs DNS locaux, le serveur DNS local de votre entreprise par exemple, ou celui que vous pouvez avoir à la maison si vous le souhaitez. C'est tout à fait faisable. Il faut vous assurer que ce serveur-là est bien protégé, avec des pare-feux, avec un antivirus également, si c'est nécessaire, si vous n'êtes pas sur Linux ou autre, enfin, ceci dit, voilà, ça ne n'empêche pas. Assurez-vous que les mots de passe d'accès à ces serveurs-là soient suffisamment forts, c'est-à-dire pas une date de naissance, pas un mot trop facile à trouver, pas un mot du dictionnaire, que ce soit des choses alambiquées avec des majuscules, des minuscules et des chiffres, et au moins 8 caractères pour commencer à avoir quelque chose de valable. Assurez-vous donc d'avoir un mot de passe intéressant là-dessus. Donc ça, c'est une première chose sur ces serveurs-là. Ensuite, si vous n'avez pas de serveur local, vous avez très certainement, de toute façon, accès à des serveurs publics. Et la plupart du temps, ces serveurs publics, ce sont les serveurs de votre fournisseur d'accès. Alors, votre fournisseur d'accès à Internet vous propose ces serveurs de DNS, c'est très bien, mais malheureusement, ou heureusement d'un certain côté, il ne filtre rien. C'est-à-dire que, heureusement, il ne filtre rien, tant mieux pour la neutralité du réseau, mais malheureusement, si vous avez une infection par un programme malveillant qui tente d'aller télécharger des choses et que pourtant il va les prendre depuis un site qui est parfaitement connu, ou du moins depuis un serveur qui est parfaitement connu pour être un site de dépôt de fichiers malveillants ou de spyware ou de virus, malheureusement, votre fournisseur d'accès ne bloquera pas l'accès à ce site. Donc, ça peut s'avérer problématique. Il existe des solutions, on a parlé d'OpenDNS, on verra dans une vidéo très prochainement pour voir comment on peut utiliser OpenDNS, et vous verrez que c'est extrêmement simple à utiliser et que c'est extrêmement puissant. Donc, globalement, on a fait le tour de la question. Alors, on n'est pas rentré vraiment en profondeur sur tous les sujets, mais globalement, ça vous permet d'avoir une meilleure vision, j'espère, de ce qu'on peut faire, en tout cas avec les fichiers host, avec les DNS, pour bloquer l'accès ou pour rediriger vers autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était David pour Ordi Répar et j'espère vous revoir pour la prochaine.